Ça, et t'es complètement déconnecté, tu regardes pas les actualités. Si, je les regarde, justement. Et c'est là où moi ça me fait sourire. Moi je dis toujours, c'est justement parce qu'il pleut qu'on sort le parapluie. C'est justement parce que ça va mal et que c'est dur qu'il faut parler d'optimisme. À quoi bon parler d'optimisme quand tout va bien, tout va bien. Oh mais Michel, les actualités, mais oui, je les connais les actualités, je sais. Mais justement, pour survivre de ces actualités, nous devons faire preuve d'optimisme. Alors, bien entendu, pour construire cette conférence, je me suis rapproché de différentes études scientifiques. Encore aujourd'hui, la science essaie de comprendre, de définir le bonheur, la chance, l'optimisme. Est-ce qu'il y a un fonctionnement psychologique, cérébral, neurologique, génétique? Oui, je répondrai aussi à cette question ancestrale tout à l'heure. Est-ce que nous naissons optimistes? Nous le devenons? Vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Je reviens dans quelques minutes là-dessus. Et donc, parmi toutes les études scientifiques qui existent sur le bonheur, la chance, l'optimisme, l'amorosité, toutes se rejoignent régulièrement, parfois même ont des résultats contradictoires, mais toutes sont d'accord sur un point, c'est que nous avons la vie que nous choisissons. Voilà. On va terminer une convention. Alors, juste, j'entends quelques applaudissements, mais avant les applaudissements, moi j'aimerais voir, est-ce que je peux avoir un petit peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît, parce que là, à main levée, qui pense que ceci est vrai? Allez-y. Ah, quel enthousiasme. On n'est pas à la poste ici, c'est génial. Non, parce que dans le service public, deux mains se lèvent, on ne prend pas de risque, ici, direct, vous l'avez levé. C'est génial. Néanmoins, j'ai perçu et j'ai vu quelques mains qui ne se sont pas levées. Juste, vite fait, je ne mets personne mal à l'aise, je ne vise personne. Il y a deux raisons pour lesquelles certains ne pourraient ne pas lever la main. La première, c'est que ceux-là se disent, le gars, on ne connaît pas, on ne sait pas à quelle sauce il va nous manger, moi je suis bien assis, prendre la parole en public, c'est pas mon truc, je me fais discret. Possible. Deuxième cas de figure, il se peut que certains d'entre vous pensent que ceci soit faux. Je rencontre chaque jour des gens qui subissent leur vie et qui me disent « Michel, je n'ai pas changé la vie que j'ai. J'ai une vie de merde. Michel, c'est pas ma faute. Il y a tout contre moi. » Oui, d'accord. Alors, ça c'est ce que la science nous dit. La science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons. Et vous savez, parfois, il y a une sorte de dichotomie entre la science, les bureaux d'études et le terrain. Sur le terrain, c'est parfois pas la même chose. Ça, c'est le terrain. Ce qui est certain, c'est que sur cette photo, le conducteur du pick-up, lui, il a choisi. Oh, d'accord. En revanche, ces deux jeunes femmes-là, ont-elles choisi de se faire asperger par ce conducteur? C'est moins sûr. Le conducteur, lui, il s'est dit, c'est des surfeuses en plus, je vais leur faire une vague. Alors, avons-nous réellement la vie que nous choisissons par rapport à ces jeunes femmes? C'est pas sûr. Et puis ce chien, quand il s'est levé ce matin, est-ce qu'il s'est dit, tiens, aujourd'hui je me ferai bien une petite rencontre impromptue? Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Que fait la science? Et puis vous, mesdames, ça vous arrive de vous lever un matin, vous dites, tiens, aujourd'hui je me ferai bien coiffer par un chameau, tiens. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Et puis il y a certains dodanes qui sont bien plus d'autres, certains coups de frein plus maladroits que d'autres. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Que fait la science? Et puis, ça y est, tu as des nouveaux clients, tu as préparé ta présentation, ton produit, tu sais ce qu'il va faire, tes petits oignons, tout est prêt, c'est génial, tu te lances et il y a toujours un truc qui foire. Et puis ça fait des années que tu es chez Forware, ça fait des années que tu connais le produit par cœur. Tu connais même tes clients par cœur, tu sais comment ça marche, tu sais ce qu'il faut leur dire, tu sais ce qu'il ne faut pas leur dire. Toi, tu es prêt, toi, on ne te la fait pas à l'envers, tu connais le métier. Bon, il y a toujours un petit problème. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Pourquoi la science nous dit ça? Laissez-moi vous expliquer. C'est intéressant. S'il n'y a qu'un seul chiffre que j'aimerais partager avec vous ce matin, un seul, et si vous le retenez, ça sera déjà ma victoire du matin, c'est celui-ci. 87%. Ce chiffre est extrêmement important, voire même encourageant, et pourrait, pour certains d'entre vous, peut-être même changer votre vie. Alors, il se peut qu'après vous avoir révélé à quoi correspond ce chiffre, que vous me détestiez. C'est pas grave, je t'envoie ma facture après, on en parlera plus. Pourquoi vous pourriez me détester? Parce qu'après ça,
vous aurez une connaissance qui vous permettra de ne plus dire ou penser « pourquoi moi ?» Vous savez, ces moments où on se dit « pourquoi moi ?» Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Mec, qui c'est qui m'a foutu ces bandes de bras cassés? C'est quoi ces clients de merde? C'est pas possible. Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Non, vous n'aurez plus le droit de le dire ou de le penser. Pourquoi? C'est le professeur Richard Wiseman de l'Université de Londres qui, en 1999, a voulu comprendre pourquoi certaines personnes avaient plus de chance que d'autres dans leur business et dans leur vie privée. C'est vrai, pourquoi certaines personnes semblent tout réussir là où d'autres échouent lamentablement encore et encore. La question est légitime. Et alors il a créé The Luck Lab, le laboratoire de la chance. Il a rassemblé des milliers de volontaires, pessimistes, optimistes, heureux, malheureux, chanceux, malchanceux, et son équipe leur a posé une seule question. On appelle ça une étude socio-psychologique. Une seule question, madame, monsieur, bonjour, merci d'être là. Nous aimerions que vous nous énumériez tous les événements qui ont ponctué votre vie, des événements marquants, des trucs, une naissance, un mariage, un succès, un contrat remporté, mais aussi peut-être un décès, une trahison, un échec professionnel, un échec personnel. Allez-y, on prend les notes. Ne nous racontez pas votre vie, mais juste les faits marquants. Résultat des courses, quand ils ont rassemblé toutes les données de ces participants, ils ont constaté que, quelle que soit la provenance de ces volontaires, quel que soit leur état d'esprit, quel était le niveau de vie social, professionnel, ils ont découvert qu'à hauteur de 87%, les amis, écoutez bien, à hauteur de 87%, nous vivons tous des événements de vie similaires. Tous. Donc la prochaine fois que vous seriez tenté de penser pourquoi moi, je vous fais un cadeau, c'est tout le monde. Et puisque c'est tout le monde, vous pouvez passer à autre chose. Et au fond, au lieu de perdre du temps et de l'énergie à s'apitoyer sur soi-même et essayer de trouver une réponse qui n'existe pas, allons plutôt puiser dans nos ressources internes. Qu'est-ce que j'ai en moi qui me permet de rebondir face à une difficulté, face à un échec, face à une crise? Quelles sont les ressources que j'ai en moi qui me permettront de rebondir et de transformer ce que je suis en train de vivre? Au fond, l'optimisme, c'est une capacité extraordinaire à transformer n'importe quel pépin en pépite. Ouais, je sais. Ça veut parler d'emprunt, d'élimination. Et c'est ça exactement. La différence entre les gens qui réussissent mieux que la moyenne sont des gens qui transforment ce qui leur arrive en opportunité. Alors, vous avez compris à ce stade que l'optimisme, c'est juste un point de vue. A-t-il raison ou pas? Peu importe, c'est pas ça la question. Ce qui compte, c'est est-ce que vous pensez que ça va vous faire bouger? Est-ce que ça va vous faire vibrer? Est-ce que ça va vous faire changer? Est-ce que ça va vous pousser à faire des choses? Quel est le regard que vous portez sur un événement, quel qu'il soit? Quel est le focus photographique? Vous savez, où c'est qu'on va faire la mise au point dans l'événement qui nous touche? Et cette mise au point aura une conséquence sur l'histoire que vous allez écrire en suivant. Alors, pour vous démontrer ça, je vais vous faire une démonstration extrêmement visuelle. Alors, ce que vous allez voir dans quelques secondes, vous risquez de ne jamais l'oublier de votre vie. Ouais, je sais, ça peut paraître présomptueux, mais ça fait 15 ans que le sketch que je fais là, je le fais, et ça fait 15 ans qu'on dit, je ne l'ai jamais oublié. C'est pas moi qui le dis, c'est le public qui a vu ce que vous allez voir qui me le dit. C'est un avertissement. Alors, pour que ça fonctionne, j'ai juste besoin que vous fassiez un truc. Restez là, pas de problème. Pour que ça fonctionne, j'ai besoin que là, maintenant, ça va être plutôt facile pour vous parce que j'ai déjà perçu l'ambiance, j'ai déjà perçu un petit peu... J'aimerais que là, maintenant, vous alliez chercher l'enfant qui est en vous. Allez-y, réveillez-le. Je peux avoir de la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Lumière salle, c'est possible ou pas possible, je ne sais pas. Bon, j'en vois quelques-uns. Ce qui est génial, moi j'ai un privilège. C'est que d'ici, moi je vois vos visages. Et vous savez quoi? Vous êtes plus beau qu'il y a 30 secondes. Non mais c'est fou que autoriser l'enfant interne à s'exprimer, ça nous rend directement plus beau, vous êtes souriant, vous êtes radieux, vous êtes solaire. Allez chercher cet enfant intérieur plus souvent, autorisez-le à sortir plus souvent. Bon, pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que si vous allez regarder ce que je vais vous montrer dans quelques instants avec des yeux d'adulte, vous allez passer à côté du message. Vous allez intellectualiser ce que vous allez voir et vous allez passer à côté du message parce que à partir de maintenant, je vais parler avec un langage métaphorique que seuls les enfants peuvent comprendre. Alors attention les amis, avertissement, je vais vous manipuler. Mais c'est pour le bien fondé de la démonstration. Depuis quelques secondes, je vous parle avec une main dans la poche. Observation intéressante, c'est celle-là, on va voir si vous êtes connectés.
le fait de vous dire que j'ai une main dans la poche a probablement suscité en vous une discussion interne, du style « Ah oui, le mec il a la main dans la poche, lui. » Le fait de vous le dire fait que vous avez remarqué que j'ai une main dans la poche. Si je ne vous en avais pas parlé, personne ne l'aurait soulevé. Certains peut-être ont même dans la tête un dialogue du style pourquoi il me dit ça, le mec? Hein, voilà, c'est ça. Hein, voilà. Bon, on est connecté, ça fonctionne. Bien. Maintenant que ça fonctionne, je peux prendre ce que j'ai dans la poche. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai ceci dans la poche. Voilà. Juste, vous qui me filmez, justement, allez-y, filmez, c'est très bien. Hein. Alors, hashtag Michel Poulart. Hein, sur n'importe quel réseau tu peux. Que penses-tu voir? Un portefeuille. À quoi? Tu vois tout noir? Un portefeuille. C'est normal, madame est vénale. Non, mais c'est bien, on est des entrepreneurs, c'est normal. Alors, je ne vais pas faire comme ça toute la salle, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous verront probablement un portefeuille, ou peut-être même autre chose, et j'ai envie de dire, peu importe. L'information intéressante, c'est que ce que votre cerveau pense voir, jusqu'à preuve du contraire, votre cerveau va considérer ça comme étant votre vérité. Pas la réalité, hein, votre vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, pour l'exercice, considérons que ceci n'est pas un portefeuille, disons que ceci est un problème. Hein. Je vous avais dit, c'est une métaphore. Ceci est un problème. Vous avez vu, pas bien grand, pas bien large. Hein. Au fond, il est tellement petit que ce problème, je peux le remettre d'où il vient. C'est un choix. Vous voyez, le choix. Bon, si je fais ça, mon expérience est vite caduque. Hein. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe quand je conditionne et que je câble mon cerveau en mode problème et que je commence à alimenter le problème par un dialogue intérieur qui va nourrir le problème et créer un scénario d'épouvante. Non mais regardez, oh merde, j'ai un problème. Punaise, ça tombe toujours sur moi. Punaise, et maintenant en plus. Oh, quand si j'avais que ça à faire. Hop là, ce qu'il faut, c'est que si tu pensais que c'était un portefeuille, tu as une sorte de court-circuit neuronal qui se fait dans la tête. Non, c'est pas un portefeuille, c'est un problème. Alors, là, tu te rends compte que le problème est pire qu'au départ. Et là, tu te dis, mince, c'est pas possible. Bon, à ce stade, les amis, rassurez-vous. Hein, vous êtes normaux, vous êtes humains, tout va bien. N'allez pas voir de psy ni thérapeute. À ce stade, vous êtes bien. Mais on est pris par la vie, on est pris par le business, on est pris par la famille. On n'a pas le temps, on verra ça plus tard. Et on remet du ça vient. Et vous allez rencontrer vos clients comme ça, vous êtes sur le terrain comme ça, vous allez rencontrer des fournisseurs comme ça, vous allez à l'école chercher vos enfants avec ça, vous allez au sport avec ça, et vous oubliez que c'est là. C'est là, mais vous l'oubliez. Et puis, lundi matin, vous rencontrez quelqu'un de bienveillant. Vous savez, ces personnes bienveillantes, en plus de vous, bien entendu, hein, vous savez à quoi on reconnaît les personnes bienveillantes le lundi matin? C'est la façon dont ils vous disent bonjour. On va se mettre d'accord que le bonjour, ça va, c'est devenu une formule de politesse. On est d'accord qu'on s'en tape de la réponse. Hein? Bonjour, ça va. C'est devenu juste une formule de politesse. Là, ça va. Un jour, quand j'étais salarié, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite expérience scientifique. Je vais juste dire comme une merde. Salut Michel, ça va? Comme une merde. Bonne chance. Salut Michel, ça va? Oh, un week-end de merde. Allez, bonne journée, hein. Ils s'en tapent. Et c'est à ça que vous connaissez les personnes bienveillantes, c'est quand ils disent ça va, ils le pensent. Salut Michel, ça va? Et toi tu réponds ça va. Et là, ils enchaînent avec une première question que vous connaissez tous. C'est toujours la même. Ah, il y a des bienveillants dans la salle, t'es sûr? Et là, t'es déstabilisé, t'as pas l'habitude. T'as l'habitude d'entendre ça va, tu accélères. Ça va les mains? Ça va? Tu arrives à suivre? Je dis pas, c'est bien, elle se rend pas compte que je lui parle à elle, c'est cool. Bravo pour le langage des signes, hein. C'est génial. Félicitations parce que il faut suivre. Bravo. Donc, ça va, t'es sûr? Et toi, tu es dans la résistance. Ah oui, ça va. Attends, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et là, il vous pose une deuxième question. C'est toujours la même. Parce que là, tu te rends compte, ah oui, écoute, je sais pas, ça m'est arrivé la semaine dernière, aucune idée, j'en sais rien. Moi, je l'ai mis là, on verra, ça ne me dérange pas plus que ça. Et là, il enchaîne avec cette fameuse deuxième question que tous les bienveillants vous posent, c'est, tu veux qu'on en parle? Et là, tu te dis, ouais, écoute, il ne faut pas être scientifique pour comprendre que si on se met à deux sur un problème, ben, on va peut-être trouver 2 fois plus vite la solution. Et alors, tu te dis, ok, allons-y. Et alors, ensemble, vous allez commencer à
déballer le problème. Hein. Moi, vous entendez les mots? Je déballe le problème, je commence à l'analyser sous toutes ses coutures, et là je me dis, ah ouais, non, c'est bien, dis donc, t'es sûr qu'il fallait le dire? Et alors, en fait, tu as tellement déballé le problème qu'à un moment donné, le problème est tellement grand que tu peux même te cacher derrière le problème. Vous savez, se cacher derrière le problème, c'est à un moment donné, je deviens même invisible. On voit le problème, mais moi, on ne voit plus. Et alors là, tu paniques un peu, tu as une petite goutte de sueur sur la tempe, il voit que ça ne va pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personne bienveillante, comme elle est à ta droite, à ta gauche, elle a une autre perspective sur le problème. Et elle, ce qu'elle voit, c'est ça. Et elle te dit, pour te rassurer, ah Michel, ça va, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Non, mais enfin, en attendant, c'est moi qui fais face à ce problème. Non, mais Michel, t'en fais des caisses, c'est pas. Non, mais tu connais pas ma vie, ok? Moi, je sais maintenant, je vais en chier, tu vois, c'est pas terrible. Non, mais écoute, Michel. Moi, je suis passé par là il y a 15 ans. Ah, alors? Tu vas en chier. Et à ce moment-là, son téléphone sonne, il se barre, il vous laisse avec ça. Bon, à ce stade, vous êtes normaux, hein. N'allez pas voir de psy, thérapeute, tout va bien. Hein. Ben, bon, le cours de la vie continue. Bon, tu verras ça plus tard, tu remets le problème d'où il vient, et on verra plus tard, et tu vas voir tes clients comme ça, tu vas sur le terrain comme ça, tu vas chercher tes enfants à l'école avec ça, tu vas au sport avec ça, et toi, tu l'oublies. Jusqu'au moment où on commence à arriver à cette fâcheuse loi de Murphy. C'est-à-dire que là, progressivement, sans en rendre compte, je suis en train de câbler mon cerveau en mode problème. Et information capitale, les amis, et c'est scientifiquement démontré, c'est que le cerveau, lui, va ne répondre qu'au câblage que toi, tu lui donnes. Il n'y a aucune fatalité, ça ne se fait pas tout seul. Ce câblage, c'est vous qui l'autorisez, c'est nous qui l'autorisons. Si le câblage, c'est « je suis en mode problème », le cerveau, comme une tête chercheuse, va t'en trouver des emmerdes. Et cette fâcheuse loi de Murphy, c'est quoi? C'est vraiment ces moments où vous avez les problèmes qui arrivent en escadrille. Vous avez le four micro-ondes qui pète, la voiture qui tombe en panne, le client qui a posé un lapin, enfin, il y a que de la merde. Et ça se représente comme toi, comme ça, c'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, vous arrivez à un moment où vous vous dites, oh là là, tu te rends compte, la four micro-ondes a pété. Et t'as vu les prix qu'on nous ont augmenté? Et t'as vu la politique? Quelle merde, on a un nouveau Premier ministre, ben, on n'est pas arrivé. Et t'as vu ma femme, elle me bon, c'est un truc de fou! Tu te souviens de la taille qu'il avait tout à l'heure? Hashtag Michel Poulard. Hein. Vous connaissez l'expression « enfler le problème » ? Voilà, voilà. Ah, le visuel, je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, je viens de... Et pour info, c'est le même problème que tout à l'heure. Sauf que moi, je l'ai tellement nourri qu'il est devenu énorme. Alors, on a un choix. On a un choix, une stratégie psychologique, hop là, qui s'appelle le déni. Hein? Toi, tu ne vois plus le problème. Le monde entier voit que tu es dans la merde. Mais toi, tout va bien. C'est pas syndical. Non, c'est fait exprès. Et ça te vient toujours en pleine tronche. Alors, on a toujours cette technique, c'est de remettre du salaire. Tu vas voir tes clients comme ça. Tu réceptionnes tes produits comme ça. Là, alors, le truc, c'est qu'à ce stade, mes enfants commencent à me gonfler. Mon fils a monté chez les voisins. Ma femme m'a quitté. Bon, une femme de perdu. Depuis quelques jours, je vais sur un site de rencontre et j'ai rencontré une femme extraordinaire et elle est là ce soir. Bon, bonjour ma chérie, je suis désolé, t'es devant. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir, t'es là. Ça te dit de faire un bout de chemin avec moi? Comment ça, pas trop? Trop de problèmes? Oh, elle a l'expérience, elle. Oh, t'as déjà rencontré quelques-uns. Non, parce que là, mesdames, on va se mettre d'accord. Hein. On va se mettre d'accord. Il m'arrive d'avoir des femmes qui disent « Oui, viens ». Alors, mesdames, ça c'est une petite parenthèse gratos, hein. Ne soyez pas les infirmières de ces hommes-là. Vous allez être dans la merde. Ne vous étonnez pas que vous tombez toujours sur les mêmes types, vous aimez soigner les autres. Sauf qu'on n'aime pas pour prendre soin de l'autre, c'est pas ça l'amour. Bon, ça c'est un autre discours. Bon, pour vous, messieurs, ça marche aussi. Hein. Il y a des femmes comme ça aussi, hein. On va se mettre d'accord. Je sais pas ce que tu rates. Alors, à ce stade, vous pourriez me dire, Michel, c'est bon, à couche, on a compris le message. Non, mais laissez-moi aller au bout du délire, parce qu'on ne s'arrête jamais à ça. Vous connaissez des gens qui sont parfois au fond du puits, au fond d'un trou, et le peu d'énergie et de ressources qu'il leur reste, ils l'utilisent, non pas pour creuser des marches, pour monter. Ils l'utilisent pour creuser encore plus. Il leur reste un petit peu d'énergie, et on va encore plus au profond. C'est la même énergie, mais c'est pas la même volonté.
À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est qu'à un moment donné, je commence à tout dramatiser. Mon environnement, ah là, monde de merde, pays de merde, marque de merde, PDG de merde. Je suis une merde. Vous connaissez l'expression j'étouffe? Oui. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Alors avertissement les amis, ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire à la maison. Vous l'avez compris, là je rencontre ce qu'on appelle l'immobilisme, la dépression nerveuse, le burn-out. Ouais, c'est grave, je sais. Bon, le truc c'est que je commence à manquer d'air, je dois faire un truc. C'est que mon entourage me dit, mais Michel, fais un truc, fais-nous un petit 360. Un petit 360? Ok. Allez, hop. Là. J'ai fait un 360. Sauf les amis que je ne peux opérer le changement qu'à partir du moment où je réalise que le problème est le même que tout à l'heure et que c'est juste le dialogue intérieur, mon attitude, mon état d'esprit, tout ce que j'ai utilisé pour créer ce problème vient de l'intérieur. Et au final, la solution viendrait aussi de l'intérieur, créer une ouverture. Allez, je vais commencer à y croire, je vais créer une ouverture et ça devient important parce que je manque d'air. J'aurais pas dû prendre un sac industriel là. Voilà. Ah ben je vous vois. Ah ben vous êtes là. Voilà, bon, en plus il y a le nerf qui rentre, ça va mieux. Bon, et puis il y a des gens qui s'arrêtent à ce stade. Allez hop, on y va. Bon, on y va un peu à tâtons. Les amis, à ce stade, il y a des gens qui s'arrêtent, mais vous l'avez compris, hein, c'est une caricature, mais cette caricature, elle est hautement symbolique. C'est d'aller faire l'effort de câbler son cerveau maintenant en mode positif et faire l'effort intellectuel d'aller chercher les informations qui vont nourrir votre âme, nourrir votre esprit, nourrir votre énergie. Se souvenir que tout ce que vous avez fait de bien auparavant, vous l'êtes toujours. Et vous n'êtes pas forcément une merde parce que vous avez fait un échec. Vous souvenir que toutes les réussites que vous avez eues, vous pouvez encore vous féliciter. Tout ce qui fonctionne autour de nous fonctionne. Tout ce qui est bien, toutes les bonnes informations sont bonnes pour arriver enfin à sortir la tête du sac. Vous connaissez l'expression? On va faire mieux. Non, mais là, j'ai la tête sortie du sac. C'est exactement ça. Mais alors, là où on se trompe, c'est quand on dit que j'ai la tête sortie du sac, c'est pas encore la fin. Parce qu'au fond, quand tu veux te développer, quand tu veux aller chercher les opportunités, le sac, lui, il est encore là. Et comme le sac est là, ben, tu fais bonne mine. Hein. Tu parles, tu cours, tu marches, mais tu ne peux plus te développer, tu ne peux pas aller plus loin. En fait, à un moment donné, c'est arrêter de se dire qu'on vit dans un monde merde, en commençant par arrêter de regarder BFM Télé. Hein. C'est peut-être aussi de se séparer de personnes toxiques. C'est partir peut-être dans un autre endroit. Parfois, il est intéressant d'aller ailleurs. On n'est pas un arbre. Si ta vie est une vie de merde, bouge. Change d'environnement, change d'amis, on peut tout changer, c'est un choix. Et à un moment donné, à force d'aller chercher le positif, on finit par le trouver. Arrêtons de dire que sur les médias et sur le fil d'actualité, vous ne voyez que de la merde. Vous savez pourquoi vous voyez que de la merde? Parce qu'il y a les algorithmes. Les algorithmes qui font qu'une chose, c'est nourrir l'esprit qui vous occupe. Vous aimez les faits divers catastrophes? Ah, t'inquiète, l'algorithme va t'en donner. Mais tu aimes voir les bonnes nouvelles, ce qui se passe de bien dans le monde, qui au fond, quand on regarde, il y a beaucoup plus de belles et de bonnes choses qui se passent dans le monde que de mauvaises. Pour ceux qui veulent vraiment s'y attacher, nourris l'algorithme vers de belles actualités, tu verras que le monde est probablement moins merdique qu'il n'en a l'air. Et au fond, à un moment donné, tu arrives à sortir de cette situation. En psychologie, on appelle ça faire son deuil. Faire le deuil, c'est être capable de prendre la distance d'un événement traumatisant, pouvoir prendre du recul et en parler peut-être même sans retraverser les émotions. Et parfois, tu sais, quand tu es dans la merde, on te dit prends du recul, tu peux pas, andouille, je suis dedans. Le recul, on peut le prendre que quand on est sorti. Et qu'est-ce qui m'a permis d'en sortir? C'est l'optimisme, c'est d'adopter un état d'esprit où j'ai nourri et j'ai forcé mon cerveau à aller chercher la meilleure information, celle qui m'arrange pour avancer. Au fond, un jour, un grand philosophe a dit le problème, c'est pas le problème c'est l'attitude face au problème. Jack Sparrow. Chacun son philosophe, hein. Mais moi quand j'ai vu ça dans le film, j'ai dit mais c'est ça. C'est exactement ça. Le problème c'est notre attitude, c'est pas le problème. Alors l'optimisme c'est un peu ça, c'est ce qui nous pousse à faire des actions audacieuses. Ça c'est une capture d'écran d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube, d'un teckel qui court derrière un rhino. Laissez-moi vous déplacer dans le cerveau du teckel et du rhino.
D'accord? Le rhino n'a jamais vu de teckel de sa vie. Hein? Le teckel n'est jamais allé en Afrique avant. Jamais vu de rhino. Information intéressante. Le teckel a faim. Le teckel voit le rhino au loin, il n'a pas encore conscience de la taille qu'il a. Il dit, il y a à bouffer là-bas. Je vais aller voir. Le rhino, voyant le teckel approcher, il se dit, c'est quoi ce truc? Il a l'air un petit peu trop sûr de lui, je vais bouger. Le rhino bougeant, le teckel se dit, ah ah, il m'a vu. Il sait que je vais le bouffer. Je vais trotter. Et voilà que le chien commence à trotter, à aboyer. Le rhino se dit, oh punaise, lui, il est trop sûr de lui, on sait jamais, je vais trotter aussi. Et comme le chien voit le rhino trotter, il s'en va, il dit, ah ah, et en plus, il donne de plus en plus faim. Et il commence à galoper et à aboyer de toutes ses forces. Le rhino commence à avoir peur, à point à en oublier sa propre taille. C'est le rhino qui fuit derrière le teckel, sûr de lui. Le teckel se trompe-t-il ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le rhino fuit. Quel est notre rhino dans notre vie, derrière lequel on peut aboyer de telle façon qu'on le fait fuir, on arrive même à le faire douter? Notre rhino professionnel, notre rhino personnel, notre rhino intérieur, aboyer de toutes vos forces, au point à faire douter le rhino de sa taille. C'est ça de l'audace, faire des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Bon, il m'a dit, c'est aussi une confiance. Bon, ça, les amis, c'est un problème RH. Ils sont pas mauvais, les bougres, hein, ils sont juste au mauvais poste. C'est tout ça. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie de l'optimisme qui réussit tout. C'est ça, justement. L'optimisme ne vous fait pas tout réussir. Les optimistes échouent même plus que la normale, mais parce qu'ils ont un regard positif sur l'échec, ils réussissent aussi beaucoup plus que la moyenne. Et donc, si tu veux réussir, tu dois échouer plus que la moyenne. Si tu veux réussir plus que les autres, tu vas devoir échouer plus que les autres. La confiance. Enfin, parfois, quand on se lance, il y a peut-être des esprits contrôlants parmi nous. Hein. On attend à avoir 100% de certitude de réussir pour se lancer. Sauf que autour de nous, on vit dans un monde d'incertitude. Incertitude sur papier, et puis on ne se lance pas. Et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est le cimetière et plein de gens qui attendent le bon moment, le bon financement, le bon client, le bon produit. Et en fait, on ne se lance jamais, c'est jamais le bon moment, il n'y a jamais le bon produit, il n'y a jamais le bon prix. Donc lançons-nous. L'optimiste, lui, n'a besoin que de 60 ou 70% de certitude pour se lancer. Le reste, il le fait sur le terrain, dans l'action. L'optimiste se lance et il sait que toutes les questions qu'il a, il va les trouver dans l'action. Ça, c'est la confiance. Alors l'optimisme, c'est quoi? C'est de se dire que l'année sera fabuleuse parce que je l'ai décidé. Et ça change tout parce que là, on est en train de conditionner notre cerveau à voir les choses positives autour de nous. Laissez-moi vous donner 6 astuces très simples qui vont vous permettre de développer et d'entretenir l'optimisme au quotidien. Alors, je dis bien développer et entretenir, parce que ça peut s'acquérir, comme ça peut se perdre, et c'est là l'occasion où je vous ai dit tout à l'heure que je réponds à cette question, est-ce que nous naissons optimistes ou nous le devenons? C'est là où je vais vous le révéler, parce que c'est le moment de vous le dire. L'épigénétique a répondu à cette question il n'y a qu'une dizaine d'années, donc en termes de science, 10 ans, c'est hier. Les généticiens ont découvert un nouveau gène, le génome qui s'appelle l'hydroxytryptamine. Il a dit quoi, monsieur? Oui, j'ai mis 3 jours à répéter, hein, l'hydroxytryptamine. Communément appelé le gène 5-HTT ou encore le gène du bonheur. La découverte extraordinaire, c'est que le genre humain, tout le genre humain, d'où que nous soyons, d'où que nous venions, est doté de ce gène 5-HTT. Nous sommes tous programmés à l'optimisme. Nous avons tous en nous l'optimisme et la possibilité d'avoir accès au bonheur et à la réussite. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Oui, c'est logique. Parce qu'au fond, si nous n'étions pas optimistes, nous serions une race éteinte depuis longtemps. Il faut être optimiste pour faire des enfants. Faute de quoi, on serait comme les dinosaures, on aurait disparu. Hein. Et alors, bon, la bonne nouvelle, c'est ça. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe différents formats. Hein. Il existe le 5-HTT long. Ça va être simple pour toi, en tout cas plus facile. Il existe aussi en version courte. Je vais en chier un petit peu plus. Mais court ne veut pas dire exempt. Il y en a. Et avec des exercices simples comme ceux que je vous propose maintenant, on peut développer l'optimisme et l'épigénétique nous explique que nous pouvons à tout moment modifier notre génétique par notre attitude. On pensait pendant longtemps que l'ADN était immuable, sauf qu'aujourd'hui on sait que c'est faux. L'ADN se transforme en permanence en fonction de nos expériences. Et donc les astuces que je vais vous donner permettent de développer et d'entretenir l'optimisme parce qu'on peut le perdre aussi. Ça c'est faux. Mais ça c'est une vieille histoire. Première chose, quoi qu'il vous arrive, quel que soit l'événement, cherchez les avantages et les bénéfices. Prenez note de ça, c'est important. Alors, on est français, on ne se réinvente pas. Quand tu as une tuile, râle. Ok, tu peux.
pleure, tu peux. 3 jours devant Netflix parce que t'en peux plus, j'adore. Moi, quand j'ai un truc qui va pas, je suis 3 jours devant Netflix. Bon, le 4e jour, je me lève et je me dis, ok, la situation, tu peux pas la changer. Ok, ce qui vient de t'arriver, tu peux pas. Mais ce que tu peux changer, c'est ton état d'esprit, ton point de vue, ta vision, et ce que tu vas en faire. Quels sont les avantages et bénéfices? Le fait de poser cette question, vous êtes en train de stimuler votre cerveau à trouver des réponses à cette question. Face à n'importe quelle tuile, face à n'importe quel échec, face à n'importe quelle contrainte, le fait de te dire, ok, on a une contrainte, quels sont les avantages et bénéfices qu'on peut en tirer? Vous trouverez toujours des réponses à cette question. Et ça vous permettra d'aller de l'avant. Ensuite, apprenons à être plus flexibles. C'est ce qui nous permet d'être résilients. C'est ce qui fait aussi que nous sommes une race existante aujourd'hui. On a une capacité d'adaptation bien plus importante qu'on imagine. Parfois, on sous-estime cette capacité d'adaptation. On s'adapte de façon extraordinaire. On est un petit peu comme, voilà, comme cette boule de pétanque ou balle de tennis, vous les lâchez tous les deux de la même hauteur, elles ne vont pas rebondir de la même façon. Cette flexibilité qui nous permet de réagir positivement et d'être résilient face aux problèmes. La flexibilité, c'est parfois aussi admettre que tu ne maîtrises pas les éléments, ne maîtrises pas les événements, mais que tu ne maîtrises pas non plus ton physique. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, non, vous m'avez entendu. On ne maîtrise pas son physique. Vous ne l'avez pas remarqué. Bon, alors là, je rentre dans une partie de ma conférence qui est moins confortable pour moi. Bon, je reviens. Restez là. Puisque vous ne l'avez pas vu, je vais vous aider. Parfois, juste un outil suffit pour que vous compreniez. Allez, c'est parti. Il est possible que certains d'entre vous voient François Hollande maintenant. Ah, mais carrément. Ton rire est vexant. Non, parce que je ne le fais pas avec plaisir. Non, mais ton rire est vexant. Je t'ai repéré, toi. Non, mais alors, le truc de fou avec les cerveaux, c'est que maintenant vous le savez. Et que j'ai enlevé les lunettes. Vous le voyez encore. C'est un truc de fou, hein. Ouais, je sais. Mais le truc de fou, c'est que j'ai porté des lunettes pendant toute ma vie. J'ai été un grand myope, je me suis fait opérer des yeux il y a quelques années. Laissez-moi vous ramener un petit peu en 2012. En 2012, je portais aussi des lunettes, j'avais pas la même coiffure. C'était les élections présidentielles Sarko-Hollande, hein, on s'en souvient tous, d'accord? Et donc tous les jours, on voit ces visages à la télévision, et un jour, je fais mes courses dans un supermarché, et quelqu'un m'aborde avec certitude. « Hé, vous seriez pas François Hollande ?» Là, tu regardes, il est con, lui, quoi. Non, mais dégage. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus sortir de chez moi sans me faire aborder par des dizaines de personnes qui me demandaient des selfies et des autographes. C'était épouvantable, parce que déjà, je ne m'identifie pas au personnage, et puis même, une crise d'identité, moi je me regardais le matin dans le miroir, je me disais, mais ils sont cons, c'était le seul à pas le voir. Même à un moment donné, bon, le premier jour, tu te dis, c'est une caméra cachée, mais tous les jours, ça ne l'est plus. Donc tu dois admettre que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Crise d'identité. Alors moi, je suis resté chez moi, j'ai vite espéré que le petit gagne. Il a perdu. Je pouvais difficilement rester chez moi pendant 5 ans. Donc, flexibilité, au lieu de t'en offusquer, amuse-toi. Et donc, je me suis dit, ok, amuse-toi, t'aimes faire le pitre, fais plaisir aux gens, c'est génial. Et puis un jour, le journal Sud-Ouest m'appelle. Bonjour monsieur, vous savez que vous ressemblez à François Hollande? Là, t'as envie de dire ta gueule. Oui monsieur, écoutez, on est dans le journal Sud-Ouest, on a vu que vous ressemblez à François Hollande, ça vous dit de faire une expérience sociale avec nous? Ah, alors quand il faut déconner, hein, moi je suis toujours là, dites, écoutez, vous venez, vous vous habillez en costume, cravate, on vous donne 2 faux gardes du corps, on vous donne un photographe, on va à la grande plage de Biarritz, regarde ce qui se passe. Ouais, cool. Samedi suivant, on est à la Biarritz, en moins de 5 minutes, une centaine de personnes s'étaient agglutinées autour de nous pensant que François Hollande était en visite surprise à Biarritz. Dans les 5 minutes, c'est la police municipale qui est arrivée, sirène hurlante, en passant, parce que bon, quand vous avez comme ça un groupe de personnes au bord de la plage, il se passe forcément un truc. Donc la police arrive, excusez-moi, pardon, oh, monsieur le président. Non, c'est une blague. De là, j'ai été repéré dans tous les médias et j'ai fait toutes les chaînes de télé. Je vous disais que toutes les histoires sont vraies. Si vous doutez, googlisez Sosie, François Hollande, vous allez voir. J'ai fait toutes les chaînes de télé. J'ai fait Ruquier, j'ai fait De Chavannes, j'ai fait Hanouna. Je les ai tous faits, ce qui m'a permis de vivre des expériences de dingue. Et puis un jour, je reçois un appel téléphonique. Quelqu'un se présente en disant « Bonjour, je suis le premier assistant de Fabien Antoniente ». Vous savez, Fabien Antoniente, de camping, réalisateur de camping et de tous ces films-là, avec Franck Dubosc. Il dit « Voilà, Franck Dubosc va tourner un prochain film, il y a François Hollande dans le scénario, on aimerait que ce soit vous. Ok? Dites-moi en plus.
Bah, il y a Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, François-Xavier de Maison. Ah, waouh, super. Vous êtes payé parce que vous êtes acteur et pas figurant. Génial. Ah, et c'est en Guadeloupe. Ah, et pendant 2 semaines. Oh, j'accepte le truc. Et donc je me retrouve pendant 2 semaines sur le tournage de ce film avec Franck Dubosc, où je bénéficie de cette proximité. Alors, bien entendu, comme je ne suis pas figurant, je suis acteur, on est tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'on petit déjeune ensemble, on déjeune ensemble, on est tout le temps ensemble, on est dans le même bus, dans le même taxi, dans le même hôtel. Et donc, on passe nos soirées ensemble, c'est génial. On bénéficie de cette proximité de dingue. Là, c'est avec François-Xavier de Maison, vous avez reconnu. Là, avec Fabien Antoniente, le réalisateur. Ça, ce sont les lunettes que vous venez de voir, ce sont les lunettes du film. Et donc, là, à droite, oui, c'est moi. Je m'auto-dégoûte tout seul. Hein. Bon, et je dois quand même vous dire qu'il y a quand même 3/4 d'heure de maquillage, ce qui est quand même rassurant. Hein. Mais sans maquillage, c'est moins évident. Mais c'est vrai que quand je regarde ces photos, j'ai mon estomac qui se retourne un peu. Voilà. Et alors, donc là, c'est une capture d'écran dans le film. Donc, je suis en train de regarder Josiane Balasco qui fait de la pole dance avec mon garde du corps derrière moi. À droite, vous devinez Christophe Canard, si vous le reconnaissez. Et là, c'est moi donc dans le film avec la Légion d'honneur, etc. Toujours avec mon garde du corps. Ah oui. Alors, ça, c'est mon premier jour de tournage. C'est dans le film, hein, c'est une capture d'écran du film. Hein. Moi, j'ai jamais fait de film avant. D'accord? Je connais pas le monde du cinéma, si ce n'est que, bon, je suis fan, je sais un peu comment ça marche, mais je n'ai jamais été acteur. Moi, je suis arrivé la veille de la métropole. Moi, l'instruction qu'on m'avait donnée, c'est demain matin, 7h, le plateau à la piscine. Ok? Très bien. J'arrive, et en arrivant, j'entends au loin, Michel, bienvenue! C'est Fabien Antoniente lui-même qui m'accueille enthousiaste, qui me tutoie, qui vient vers moi, qui m'embrasse, qui me serre dans sa poche. Putain, c'est cool le cinéma français. Putain, il me tutoie, il m'embrasse comme s'il me connaît, mais c'est un truc de dingue. Et donc il m'accueille, bienvenue dans la famille. Donc direct, ils sont accueillis. Et puis, il fait un pas en arrière. Son visage souriant fait place à un visage grave. Et il me dit, Michel, oui, t'es prêt à aller jusqu'où pour ce rôle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans l'avion, hein, j'ai eu le temps de réfléchir. J'avais conscience que je vivais une expérience de dingue. J'avais conscience que c'était probablement la seule fois de ma vie que j'allais vivre ça. Donc moi, j'étais décidé de la vivre à 300%. C'était peut-être la première et la dernière fois de ma vie que j'allais assister à ça. Donc Michel, ça, tu vas le vivre, mais à 300%. Je ne vais rien louper. Et donc, dans ma tête, j'ai naturellement Jean-Paul Belmondo. Non, mais ça a toute son importance pour le dialogue intérieur. Ça fait partie de la conf. Le dialogue intérieur a toute son importance par rapport à la réponse que je vais lui donner. Jean-Paul Belmondo, moi je le vois sauter de rame en rame sur le métro, sauter d'un hélicoptère, dévaler les pentes d'escalier. Et je me dis, si tu te pètes un bras, c'est pas grave, dans 6 semaines ça va, mais le film il est pour l'éternité. Et donc moi je suis Jean-Paul Belmondo et je lui réponds, torse bombé, ce que tu veux. Tu me fais faire ce que tu veux. Même les cascades, t'as même pas besoin de me doubler. Je les ferai moi-même. Et je lui ai vraiment dit ça. Et bien écoute, ça tombe bien, tu vas faire des plats. On n'est pas sur le même rapport de Belmondo, mais... Donc l'instruction est simple, Michel, quand tu entends action, tu t'élances et tu fais le plus beau plat de ta vie. Non. Dans ma tête, ça va être le plat du cinéma français. Pas le plus beau plat de ma vie, on s'en fout. Ça allait être le plus beau plat du cinéma français. J'allais être repéré comme étant le meilleur platiste français. Peut-être même qu'Hollywood allait m'embaucher après ce plat pour faire le plat des Marvel. Mais ça a son importance sur la qualité du plat. Et donc moi, décidé de faire le plat de ma life, j'entends au loin « Silence! Moteur! Ça tourne! Action !» Je cours, je saute. Solange, avec les lunettes, parce qu'il fallait garder des lunettes. Pam! Bon, ça pique hein, quand même. Je sors la tête de l'eau, tout sourire, convaincu d'avoir fait le plat du cinéma international. Tout sourire et j'oublie juste un petit détail, un seul. T'es dans le cinéma, tu fais pas tout avec une surprise. Et j'entends, on l'a refait! On a fait un. Mais ça pique ton truc en fait. Je sors de l'eau, 4 personnes s'affairent autour de moi pour me sécher parce qu'il faut que je sois sec pour la nouvelle séquence.
Deuxième prise, action, je saute, repars. Bon, ça repique. Hein. Troisième fois, action, je saute, pars. Bon, au bout de la 6e fois, Jean-Paul Belmondo m'avait quitté. Il était au bar en train de siphonner un pina colada. Mon cerveau, lui, il est en train de me dire « Ça fait mal ton truc. » C'est là où j'ai compris que le mental avait ses limites. Face à la douleur, c'est vraiment compliqué. Au bout du 13e plat, si, je sors de l'eau et j'entends Fabien Antoniette. Bon, on arrête, on peut plus, il saigne de partout. J'avais fait mes plats tellement bien que j'avais des ecchymoses partout et c'était pas maquillable. Pour constater, à la projection d'avant-première du film, que la scène qu'ils ont retenue, ah ben oui, parce que Jean-Paul Belmondo est avec moi. C'est la première. Ce film, c'est all inclusive, il a été projeté encore il y a 1 ou 2 semaines à la télévision. Alors les amis, entre nous, c'est une merde. Ce film est une daube monumentale. J'ai rarement vu une comédie aussi merdique que celle-là. Mais ça, vous savez quoi les amis? Même les acteurs entre eux, même eux, ils en parlent même plus du film. Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, ce film, il a été une opportunité extraordinaire de vivre une expérience qu'on vit peut-être qu'une fois dans sa vie. Être à la table de ces grands acteurs pendant 2 semaines, discuter avec eux, échanger nos numéros de téléphone, refaire le monde. Je m'en fous que le film soit mauvais. J'ai vécu une expérience de malade parce que j'ai accepté de faire face à mon physique. Et quand tu vois le générique et que tu vois ton nom juste avant celui de Kev Adams, tu te dis, ça y est, j'ai réussi dans la vie. Autre astuce, la gratitude a un effet bénéfique sur les esprits négatifs. On sait et se mesurer aujourd'hui que quand vous avez une journée de merde, allez chercher 3, 4 ou 5 raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui, change instantanément votre état d'esprit. Quand vous allez mal, faites l'effort intellectuel d'aller chercher 3, 4, 5 raisons. Merci. Merci Jean-Luc de m'avoir invité. Merci. Merci pour ton énergie de dingue et pour ton travail de professionnel. Merci. Merci à vous pour votre présence, votre bonne humeur. Merci à tous ceux qui font de cet événement un événement extraordinaire. Merci. Ça fait non seulement du bien aux autres, mais à soi également. Disons plus souvent merci. Ensuite, autorisons-nous à rire plus souvent. Punaise, rions. Vous savez, moi, quand j'ai été pendant 20 ans cadre commercial, vous savez, moi, mon moyen de fidélisation le plus important, c'est l'humour. Mes clients revenaient vers moi parce qu'ils avaient avec moi une source de joie, de l'authenticité, du rire. Et un client qui rit avec toi, c'est un client déjà qui a à moitié acheté. Ça marche aussi avec les femmes. Certaines. Bon, certaines. D'accord. Pas toutes. Je constate que c'est pas toutes. Un orteil. L'humour dédramatise, l'humour fédère, l'humour rend des situations dramatiques plus tenables. L'humour donne envie à vos clients de vous faire confiance. Rions plus souvent, autorisons-nous à rire. Ensuite, bon ça c'est plus difficile, je l'admets, changer notre vocabulaire. En France, on a une fâcheuse manie, c'est qu'on parle en litote. On a tous été mauvais en cours de français. Hein. La litote, c'est la figure de style qui fait que quand tu vis quelque chose de positif, tu dis de façon négative. Les Français, je les reconnais aux 4 coins du monde. Les Français, dans un restaurant, on les entend à Tokyo. Ouh, c'est pas mauvais. Faut s'amuser, c'est pas mal. C'est pas moche, c'est plutôt pas mal. J'entendais chez Top Chef un chef dire à un des candidats, c'est pas inintéressant. Et je voyais le candidat qui vient de l'œil. C'est bon ou c'est pas bon? Et le truc, c'est que le cerveau a du mal avec la négation. Le cerveau a beaucoup de mal avec la négation. Là, par exemple, si je vous demande de ne pas penser à un éléphant bleu. Et pourtant, je lui ai demandé. Et pire, certains d'entre vous ont peut-être même reconnu l'enseigne de lavage. Ben, ça dépend de la référence. C'est un truc de dingue. Et comme le cerveau ne retient pas la négation, il est important de changer notre vocabulaire parce que le cerveau ne retient que ce que vous dites. Donc, disons, c'est beau, c'est bon, c'est bien, c'est brillant, tu es belle. Alors, messieurs, quand vous dites à une femme, tu es belle, jamais aujourd'hui derrière.
Tu es belle, point. Sinon t'es dans la merde. Relativisons. On va tous crever. Oui. Mais bon, entre deux, il y a peut-être des trucs sympas à faire, des trucs sympas à construire. Relativiser, c'est quoi? Alors, il y a un truc, par exemple, que je ne supporte pas. J'entends pratiquement tous les jours dire « Nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vite. » Vous savez qui c'est qui dit ça? Les gens largués. Non, mais si tu trouves que le monde va de plus en plus vite, c'est que t'es largué. Le monde ne va pas de plus en plus vite. Le monde est en mouvement perpétuel. Il a toujours bougé, il a toujours changé. Donc, les gens qui disent le monde va de plus en plus vite, non, c'est toi qui fais du surplace. C'est comme si tu disais, t'es sous le pied de gare en train de regarder le TGV passer à 320 km/h, oh, il va vite, alors tu peux être dedans. C'est, voilà, soit dans le TGV. Relativiser, c'est de se dire que si tu pèses 100 kg sur Terre, tu n'en fais que 38 sur Mars. Non, t'es pas grave, tu es sur le Terre. On est juste à faire une planète. Alors parfois, j'entends, c'était mieux avant. C'est pas sûr. Il n'y a rien de pire pour l'optimisme que de dire c'était mieux avant. Parce que le cerveau, lui, il anticipe et il pense que ce sera pire demain. Non, c'était pas mieux avant. Si je vous demande de me donner vos smartphones et qu'on échange tous comme c'est vieux, pas sûr que vous acceptiez. C'était mieux avant. Parfois, on critique nos jeunes. Ah, jeunes, bande de jeunes dégénérés, bande d'abrutis, ils sont toujours le nez sur les écrans. Alors, pour rappel, nous étions aussi les abrutis de nos parents. Et nos parents étaient les abrutis de leurs parents. Donc c'est la normalité, quand je parle de relativiser, les jeunes sont toujours les abrutis de leurs aînés. Sauf que là on se dit, ils sont cons, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de lien social. Ah bon? Parce que vous pensez qu'avant on parlait plus aux gens? On avait juste un autre support, on avait le nez dans le journal ou dans l'autre bouquin, mais on ne parlait pas plus aux gens, on parle autrement. C'est juste un autre support. Est-ce que c'était mieux avant? Ah, le syndrome Netflix. Ah, parfois on passe 2 heures à chercher le film et c'est plus long que le film. Non mais on passe plus de temps à chercher le film qu'à regarder quoi. Le paquet de chips il est déjà foutu, il t'a même pas commencé. T'as pas le générique, il a commencé, t'as déjà plus de chips sur la table. On a la mémoire courte. Non, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait les vidéoclubs. VHS. On passait 2 heures au vidéoclub à chercher notre film, c'est pareil. C'est juste le support qui a changé. C'était pas mieux avant. Alors, est-ce que c'était mieux avant? C'est pas sûr, hein. Allez, mesdames, est-ce que c'était mieux avant? L'idée? Ah, c'est pas sûr. Bon, ça marche pas à tous les coups. Alors les amis, pour conclure, je vous ai expliqué que, avec cette métaphore du sac poubelle, qui deviendra probablement mémorable, vous n'allez plus sortir les poubelles de la même façon d'ici ce soir. Vous allez sortir maintenant vos sacs à emmerde tous les soirs. Je vous ai expliqué que l'optimisme, c'était une capacité intellectuelle, cérébrale, un état d'esprit, une attitude qui nous permet d'appréhender les problèmes de façon positive. Ça ne résout pas les problèmes, mais ça nous aide à les surmonter ou à trouver de l'énergie et trouver des ressources. Parfois, même quand on est optimiste, on a des cicatrices béantes comme celle-là. Et vous savez, une cicatrice, ça a aussi un symbole très fort. Cette cicatrice veut dire qu'on a tous été des valeureux guerriers, qu'on a tous été de valeureux combattants, qu'on a remporté de nombreuses victoires. Et ça, c'est une vision positive de la cicatrice. Mais vous savez, je vous ai dit que l'optimisme nous permet aussi de sortir de ces problèmes, mais je ne vous ai pas encore démontré comment transformer ce problème en opportunité. Parce que là, l'histoire n'est pas finie, parce que j'ai décidé qu'elle ne sera pas finie. L'optimisme, c'est un petit peu comme cette paire de ciseaux, que j'ai sur moi depuis le début, mais que je n'ai pas utilisé. L'optimisme, c'est dans l'action. C'est pas juste de la complaisance, c'est de se dire que demain tout ira mieux et ne rien faire et ne rien changer. C'est de se dire demain tout ira mieux parce que je vais changer quelque chose, parce que je vais faire quelque chose. Et face à cette histoire traumatisante, je vais maintenant choisir un élément, celui qui m'arrange. Là, celui-ci par exemple, je vais prendre mon optimisme pour passer à l'action et me dire que, au fond, être optimiste, c'est aussi accepter que tout ce qui nous est arrivé dans le passé, nous ne pourrons jamais le changer. On peut parfois passer notre temps à regretter,
Oh, je regrette d'avoir dit, je regrette d'avoir entendu, je regrette qu'on m'ait dit, je regrette qu'on m'ait fait subir, je regrette d'avoir vécu quelque chose. Et à force de regretter, tu oublies qu'aujourd'hui, tu es cette belle personne et que tu pourrais être encore mieux demain. Ça, ce que vous ne pouvez pas changer, vous le laissez là aussi. Ce que j'ai gardé de cette même histoire, c'est la même histoire, mais cet élément que j'ai gardé et que j'ai transformé grâce à l'optimisme me permet aujourd'hui de chanter sous la pluie. Alors qu'on pensait que c'était un portefeuille, que ce tout petit problème allait me causer autant de soucis, et aujourd'hui me donne cette capacité extraordinaire de sortir la tête sec dans les plus grandes tempêtes. Au fond, les amis, vous l'avez compris, vous n'aurez parfois que 10% de chance de réussir. On vous dira que vous êtes trop jeune ou trop vieux. On vous dira que votre produit est trop cher ou pas assez. On vous dira que vous n'êtes pas au bon endroit. On vous dira que vous n'êtes pas la bonne personne. Des portes se fermeront et encore toute votre vie. Cependant, là-haut, il y a peut-être une fenêtre qui est ouverte. Tu vois une échelle, tu la prends, tu la poses sur le mur, tu montes cette échelle, tu passes par la fenêtre, et c'est là, et seulement là, que le miracle s'opère. Maintenant. S'il était avec moi aujourd'hui, il dirait n'abandonne jamais. Je vous remercie.